Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon les copains, on se l'était dit, on se l'était un peu dit dès le départ, on se l'était dit dans la preview de tout à l'heure, on s'était dit qu'on allait un petit peu se faire chier. C'est tombé. On s'est bien ennuyé. J'ai pas envie de me faire squeezer ma vidéo. Les copains, franchement, qu'est-ce que c'était pas génial ce match. Comme d'habitude, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa, c'est toujours plus agréable, et au moins on peut arriver à savoir si on est dans le vrai ou pas. Donc allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous n'hésitez pas. Comme je dis, on est là pour faire le débat ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même. Et avec plaisir. Et si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas, un petit like ou surtout un petit abonnement. Ça permet de soutenir un peu et de nous donner de la force pour continuer à faire des débats. Voilà. L'Égypte au bout de l'ennui. Est-ce que j'ai bien résumé le match? Alors attention, quand je dis l'Égypte au bout de l'ennui, s'il y a une équipe qui devait l'emporter, si on devait déterminer ça par le mérite, je vais pas vous mentir les copains, ça serait plus pour les Égyptiens que pour les Australiens. Les Australiens, ils ont vraiment pas fait grand chose à part essayer de revenir dans le match quand ils étaient menés 1-0, mais après c'était pauvre. Oh là là. Et on posait la question de savoir si c'était le pire 16e de finale. Pour vous mentir, je pense qu'on a notre réponse quand même les copains. Je sais pas si vous l'avez regardé en entier. On vous en voudra pas si vous l'avez pas fait. Vraiment, on vous en voudra pas. Même moi, à certains moments, je piquais un petit peu du nez. Je le confesse. Mais l'important dans ce type de match, alors c'est pas les 3 points, mais c'est la qualif. Donc, si vous êtes australien, forcément, vous avez le seum. Forcément, c'est logique parce que la déception, elle est forte. Se faire éliminer au péno face à une équipe d'Égypte qui n'a pas véritablement déstabilisé l'équipe d'Australie, je peux comprendre que ça foute un peu le seum. Mais de l'autre, si vous êtes égyptien, oui, c'est une soirée énorme pour vous. C'est une soirée énorme parce que ce soir, l'Égypte a écrit l'histoire, l'équipe d'Égypte a écrit une partie de l'histoire du football égyptien. On l'avait dit, il y avait déjà ce premier pas de la première victoire qui était important parce que l'Égypte n'avait toujours pas eu cette fameuse première victoire pour se qualifier pour un match en Coupe du Monde. Ils ont fait tomber cette stat. Donc
Donc ça, c'était déjà la première chose qui était positive. Ensuite, passe le premier tour. Donc, vous vous en doutez, s'ils avaient jamais gagné un match, ils avaient jamais passé le premier tour. Donc, première fois qu'ils passent au tour éliminatoire. Et pour leur premier match en tour éliminatoire, ils sortent l'Australie. Alors, bien sûr, hein, vous allez me sortir, et je pense qu'on va être peut-être d'accord si on sort cet argument-là, que en face, c'était l'Australie. Bah oui, 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 je sais bien, hein, j'ai des yeux, hein, j'ai bien vu l'adversaire qu'il y avait en face. Et évidemment, c'était pas du lourd. Évidemment, c'était pas du lourd. Je repartage les compos si vous les avez pas. Évidemment que dans l'équipe australienne, alors soit vous êtes vraiment des très grands connaisseurs de l'équipe australienne et auquel cas, bah ok, vous les avez tous. Si par contre vous les avez pas tous, ce qui est un peu mon cas, il y a une bonne partie de joueurs, on sait pas ce qu'ils valent réellement. Donc après, on peut voir que pour une partie, c'est pas déconnant, hein, on n'est pas sur une équipe qui est nulle. Enfin, j'aime pas le mot nul, mais une équipe vraiment faible. Mais par contre, on voit tout de suite dès les premières minutes, et c'était déjà le cas pour les premiers matchs. C'est une équipe, ils sont pas très à l'aise avec le ballon dans les pieds. Je répète bien, dans les pieds. Alors, les longs ballons, ok, ça y va. Les coups de pied arrêtés, alors là, autant vous dire que c'est les occasions du match pour les Australiens, c'est les coups de pied arrêtés. Et après, dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose à se proposer hein, dans le jeu australien. Donc évidemment, il n'y a pas en plus de joueurs majeurs ou même de petits joueurs frissons. On pourra avoir une équipe limitée, mais avec un joueur frisson à l'intérieur où tu peux te dire, bon, ok, le socle est quand même très moyen, mais il y a quand même un joueur qui te fait lever un peu de ta chaise. Là, il n'y a rien. Donc franchement, c'est pas pour enlever la victoire égyptienne, hein. Faut pas abuser. C'est un soir de fête, comme je le dis pour les Égyptiens, mais il faut doser, hein. Faut doser, faut voir qui a été battu en 16e de finale. Voilà, hein, c'est la bande de Irvine, O'Neill, Volpato, Boss et Kunda. Hein. Donc encore une fois, si vous avez les gars bien joué, bien vu de votre part. Moi perso, je les avais pas. Donc vraiment, voilà. Sur le papier, c'était pas dingue. Maintenant, arrêtons-nous un peu plus sur l'Égypte, qui en plus va aller au tour suivant. Bah, c'est quand même un peu plus, ça nous parle un peu plus. Évidemment, si on suit en plus le football égyptien, évidemment que ce genre de joueurs comme Marmouche, comme Salah, comme Fati, comme Achour, Zico, je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai un peu découvert pendant cette compète, mais comme Atia, comme Eni, comme Rabia, enfin voilà, il y a cette équipe-là, si vous suivez le football africain, vous tombez pas de votre chaise en voyant ça. Maintenant, pensez juste que il faut arriver à les faire cohabiter. Et je suis souvent à lui tomber dessus parce que il arrive globalement à nous faire des compositions, comme je dis, de garagistes. Mais là, Osama Hassan, bon, dans un match qui était... Oula, je pense que je vais éternuer. Non, pardon. Non, pas de deuxième. Dans un match qui était verrouillé face à une équipe, comment dire, pas active, voire un peu négative dans le jeu, il a assumé une partie du match le fait de prendre le ballon. Il a assumé le fait que son équipe, elle joue de manière un petit peu offensive et ne serait-ce que par voilà, comme je viens de le dire, le positionnement des joueurs et les joueurs sélectionnés pour jouer. Oui, bah voilà, on le voit, malgré le peu d'intérêt du match, oui, c'est quand même plus l'Égypte qui a été dangereuse et qui a essayé de se montrer dangereuse pendant ce match. Maintenant, voilà, hein, je vous laisse regarder. 3 grosses occasions à 0. Et en XG, on est à 1,36 face à 0,87 en 120 minutes.
Donc, si vous savez lire les XG, en gros, ça voulait dire qu'il y avait 2 buts attendus en 120 minutes. En termes d'occasion, on peut pas dire qu'on s'est régalé, hein. On peut vraiment pas dire qu'on s'est régalé. Alors, par contre, notre ami Patrick Peach, j'adore ce blaze. Vraiment, je le dis à chaque fois, mais j'adore ce blaze. Patrick Peach, le gardien de l'Australie, par contre, fait une des parades du mondial, hein. Une espèce de bouffonne face à Zidane en 2006, espèce de claquette, alors qu'il est pas sur ses bons appuis. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Mais après, voilà, on va pas non plus raconter n'importe quoi. Il en a pas eu 50, hein, des occasions à se mettre sous la, enfin, se mettre sous la dent, à arrêter notre ami Patrick Peach. Mais voilà, en plus, après, il y a un truc un peu improbable. Le gars se fait sortir. Enfin, bon, on va revenir dessus. Juste pour la continuité, juste qu'on comprenne bien la logique, en fait, enfin pas la logique, mais le destin un peu de ce match, c'est que dès qu'on a l'ouverture de Imam Achour, dès qu'on a ce but-là, on a l'Égypte. J'ai loué le travail d'Osama Hassan, hein, mais je peux pas m'empêcher de voir que malgré ça, il peut pas s'empêcher, quand il y a l'ouverture du score de Achour, de commencer à jouer défensif. Il peut pas. Je sais pas, hein. Je pense qu'il y a un espèce de réflexe chez lui qui est que bon, bah maintenant qu'on mène, on n'a peut-être plus forcément besoin de marquer le deuxième. Alors que l'Australie, moi c'est ma façon de voir, hein, mais l'Australie, je pense que tu pousses un peu pour leur mettre le deuxième, c'est bon, c'est fini, c'est breaké, hein, c'est terminé, hein. Donc pour moi, c'était un mauvais calcul que de partir là-dessus. Pardon, je bois un coup, les gars. Donc non, peut-être que il remporte la bataille tactique, ce qu'on dit généralement. Là, désolé, la phase, c'est pas qui va la gagner, mais qui a gagné la bataille tactique. Bah, qui va gagner la bataille, bah, c'est plutôt Osama Hassan. Maintenant, c'est plus par défaut, hein. On va pas se mentir, hein, les copains, hein. Ça n'a pas été une victoire franche et nette de la part de l'Égypte. Et pourtant, je vous l'ai dit, à l'ouverture du score de Achour, on peut se dire que là, l'Égypte va être un peu plus ambitieuse. Mais non, ils sont rattrapés par ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire essayer de gérer le match. Et c'est pour ça qu'Osama Hassan, sur cette partie-là, je lui en veux un peu. Après, sur la deuxième partie du match, quand l'Australie a fini par égaliser, parce que c'est un peu l'histoire de ce match, c'est que vu que l'Égypte commence à devenir de plus en plus épicière, comme j'ai envie de dire, et gagne petit, bah forcément l'Australie commence à avoir un peu d'occasion. C'est pas des grosses occasions, mais juste les coups de pied arrêtés pour eux, c'est une occasion. Donc bah sur un des coups de pied arrêtés, bah t'as le but qui finit par tomber. Et évidemment, bah, à ce moment-là, c'est Mohamed Hani qui marque contre son camp. Et bah là, bizarrement, Osama Hassan se rappelle qu'en fait, il faut gagner le match. Eh ouais, mon petit Osama. Donc, c'est aussi pour ça que je dis au bout de l'ennui, en fait. C'est que il n'y a pas eu vraiment de grosses ambitions dans cette rencontre. Il n'y a pas eu vraiment l'idée d'aller chercher l'autre. Alors, je sais que il y avait de la pression. Je dis, c'est un peu l'histoire qui se joue. Ok, j'entends tout ça, mais alors peut-être que vous allez me dire, hein, si vous êtes supporter égyptien, vous êtes habitué à ça, parce que c'est pas la première fois, hein, je découvre pas le football égyptien, hein. Je sais que c'est un football qui est plus fait de rigueur tactique et d'esprit défensif que de tiki-taka et de mettre 3 buts d'écart à l'adversaire. Ça, je sais. Et en fait, je pense que c'est encore plus grossissant quand en face, l'équipe, elle veut pas jouer. Et là, vraiment, sur la fin, je vous dis, à partir du moment où il y a l'égalisation, ça se réinverse. C'est un peu plus l'Égypte qui commence à reprendre la balle qu'ils avaient laissée à l'Australie.
Et là, par contre, je vous dis, les Australiens, à partir du moment du but, il y a quasiment plus rien. Il y a quasiment plus rien. Et là, on s'ennuie, hein. Et là, on s'ennuie ferme. C'est là où je vous dis, si vous aviez les yeux qui commençaient un petit peu à faiblir, je pourrais comprendre. Et la prolongation, honnêtement, ok, il y a il y a cet arrêt de pitch, comme je dis depuis tout à l'heure, qui ramène un petit peu, on va dire, d'intérêt, on va dire, à ce match. Mais il faut tenir, hein. Donc, vous en doutez, hein, je vais pas m'attarder 150 ans hein, sur ce match. Hein. Je vous le dis, hein, j'avais prévu de faire un débrief, donc on le fait. Mais vraiment, hein, ça a pas été extraordinaire. Et même, on voit au niveau des remplacements, ouais, je sais pas. Alors oui, on revoit Trezeguet qui rentre, et puis le Hossam Abdelmajid qui va être décisif un peu plus tard parce que c'est lui qui va aller marquer le but, le dernier penalty, pardon. Mais voilà, on est très clair aussi. Il y a une partie des joueurs, on les connaît pas forcément. Les équipes, je vous dis, elles étaient pas en ambiance d'aller vraiment piquer l'adversaire et d'aller chercher autre chose que peut-être les pénaltys. Parce que je vous dis, hein, même Osama Hassan, hein, Osama Hassan, même quand il y a quand il y a un partout, enfin, voilà, hein, il fait pas des remplacements ultra offensifs. Hein. Et quand on voit la qualité des joueurs sur le terrain, ah oui, bien sûr qu'il y a Mohamed Salah et Omar Marmouche. Mais il faut voir le Mohamed Salah qu'on a en 2026 et surtout pendant cette Coupe du Monde. On voit bien, moi j'ai la sensation qu'il est pas à 100%. Donc un Mo Salah pas à 100%, bah oui, forcément l'Égypte, la qualité de l'Égypte s'en ressent. Et Marmouche, il est maladroit. Hein. Il est maladroit parce que il passe à côté d'un but en tout début de deuxième mi-temps qui peut complètement changer la rencontre. Et Marmouche, il a du mal. Hein. Il a du mal en tournoi. Hein. C'est compliqué pour lui. Hein. Donc voilà, c'était pas dingo. Et puis alors au tir au but, bon, faut quand même en parler de cette séance de tir au but. Alors déjà, on a le gardien, donc mon petit chouchou Patrick Peach, qui se fait gicler. Bon, alors apparemment, on le connaît, hein, Mathieu Ryan, passé par Lens notamment, par Valence, la Roma, il a fait une montagne de clubs ce gars. Et il doit avoir pas loin de la quarantaine. C'est lui qui rentre en fin de match, en fin de prolongation, pour assurer les pénaltys. Alors c'est facile de parler après, hein. C'est facile de parler après, hein. Mais il en arrête aucun. Il en arrête aucun. Et alors, quand on voit le niveau que nous affichait notre Patrick Peach, je trouve qu'au final, ça n'a pas été une bonne idée de la part, je me permets, hein, de la part de Popovic. Ça n'a pas été une bonne idée, hein, parce que tu fais rentrer un gardien censé être expérimenté sur les pénaux, il t'en arrête aucun. Et de l'autre, tu sors un gardien qui était on fire. Peut-être que là aussi, le momentum, tu l'as pas bien lu. Donc, pour tout ça, les gars, hein, je vais pas pousser très très loin ce débrief. On a d'autres sujets plus intéressants qui vont arriver dans quelques minutes. Donc, vous en doutez, la note du match, bah, je vais pas partir sur un 9,5, voire un 10. Voilà, c'est 4. Et voilà, on va retenir aussi, parce qu'il faut en parler quand même 2 secondes, juste de la Panenka, mais même ça, franchement, alors là, je me dis, tiens, je vais en faire 2 secondes. La fameuse Panenka de Mo Salah. Les gars, moi je vous le dis, la Panenka, elle est foirée. Elle est foirée, c'est pas une Panenka, ça. Alors, je crois que c'est Brahim Thiam qui a appelé ça comme ça, mais c'est une Panenkito, enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une Panenka. Le geste, il est raté, en fait. Donc, ok, ça passe. D'ailleurs, encore une fois, merci le
le fameux spécialiste sur les pénaux. Mais l'histoire de Mo Salah a sorti la masterclass, la dinguerie. Ouais, non, la dinguerie, c'est surtout la gueule de Sapanenka. Hein. Elle est dégueulasse. Pardon, hein. Je suis désolé, je suis un peu grossier ce soir, mais c'est aussi parce que la qualité du match m'a pas non plus ambiancé de dingue. Vous comprendrez peut-être. Mais voilà, donc on retient qu'il a été le marqué, son péno. Là où il y en a plein qui tombent dans le piège et qui se viandent à ce moment-là, pas de problème. Mo Salah, toi, tu y as été comme un grand garçon et tu l'as mis. Par contre, parler de coup de génie pour Sapanenka, non. Là, j'avoue, je souscris pas. Et je l'ai dit encore, ça fait du monde, elle est compliquée, hein, malgré le but contre la Nouvelle-Zélande, malgré là, ce soir, la Panenkito, là, c'est compliqué. Bon, franchement, mais c'est à l'image de ce qu'on a vu depuis quasiment 18 mois avec Liverpool et même avec même en CAN avec l'Égypte au début de l'année. Hein. C'est sur la suite logique. Donc voilà, on pourra juste retenir maintenant, voilà, parce que c'est sur ça qu'il va falloir s'arrêter. Donc ça nous fait quand même une équipe africaine quand même qui se qualifie supplémentaire. Donc avec le Maroc, on aura évidemment maintenant donc l'Égypte qui se retrouve là en attendant de voir ce que fait le Cap-Vert dans quelques minutes contre l'Argentine et ce que fait aussi le Ghana cette nuit contre la Colombie. Et donc au final, pour notre petit tableau, les copains, l'Égypte, ils vont sûrement rencontrer le vainqueur du match là qui va bientôt débuter. Égypte, ça sera contre l'Argentine ou le Cap-Vert. Donc, il y a quand même beaucoup de chances pour que ça soit l'Argentine, les copains. Donc, Argentine, Égypte. Sur le papier, ça peut faire une belle opposition hein, sur le papier. Hein. Par contre, j'ai peur que ça accouche d'une souris. Hein. J'en ai bien peur. Mais sur le papier, Égypte-Argentine, c'est pas vilain comme match. C'est pas vilain. Maintenant, comme je le dis, on risque peut-être d'être un peu trompé par la qualité du match. Et attention, parce que si les Argentins, et je me projette beaucoup parce que là, il y a déjà un 16e de finale à jouer contre le Cap-Vert, donc on va y aller doucement. Mais si les Argentins viennent à l'emporter, par contre, l'Égypte va falloir être un tout petit peu plus solide défensivement. Parce que, ok, là, contre la Nouvelle-Zélande, contre l'Australie, contre l'Iran, bon, vas-y, ça peut passer. Contre l'Égypte qui est maladroite, ça peut passer. Par contre, contre cette Argentine-là, et en plus avec le Messi létal qu'on est en train de voir depuis le début de la compète, ça va être compliqué. Mais bon, là, ce soir, amis égyptiens, profitez, kiffez votre tête. C'est un grand moment qui est pour vous, un 8e de finale de Coupe du Monde qui va être joué normalement contre l'Argentine. Profitez. Moi, j'ai envie de vous dire juste ça. Profitez, kiffez votre tête. Et puis, on aura le temps de faire cette jolie preview de ce 8e de finale ensemble. Mais le message quand même à retenir, hein, je le redis, ce soir, on s'est quand même bien ennuyé. D'accord ? Et je termine quand même dessus. Malgré ma gentillesse, j'ai quand même mis 4. Donc, malgré ma générosité, j'ai foutu 4 à la rencontre. Donc, c'est aussi parce qu'on s'est quand même un peu fait chier. Voilà. Désolé, hein, vraiment, ce soir, j'ai été sur ce petit live, j'ai pas été très, très poli, mais désolé. Quand on s'ennuie, quoi. Voilà, faut dire les termes. Donc, je m'arrête là pour ce petit débrief. Hein. Je pense un peu moins de 25 minutes pour débriefer pas loin d'une purge. Franchement, je trouve que c'est pas mal comme ratio. Voilà. Pas eu de message, pas eu de commentaires. Pourtant, j'ai vu du monde présent. Donc, je pense que vous deviez être d'accord. On s'est ennuyé. Ou peut-être que vous êtes juste en train de vous hyper pour l'autre 16e de finale qui va commencer dans quelques minutes et pour lequel on va faire un live dans, là aussi, quelques minutes. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Le live dispo en replay comme d'habitude sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. C'est dispo aussi en podcast dans quelques minutes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et tous les autres. Si vous découvrez la chaîne ou que vous avez vu cette vidéo pour la première fois, allez-y les copains, on y va. Un petit like, un petit commentaire ou même mieux encore un abonnement.
Ça nous donne encore plus de visibilité et encore plus de force. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il a sauté. Mais je sais un con Dédé. que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil de Zabardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, alors, avec un peu de retard, on n'a pas été super synchro. On fait le petit débrief du match Argentine-Cap-Vert. Qu'est-ce que c'était que cette dinguerie, les copains? Qu'est-ce que c'était que ce match? Vraiment, sérieux, sans déconner. Même là, 2 heures après le match, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Hein. C'est une vraie dinguerie. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu aussi attendre pour faire un vrai débrief. Il y avait le match de la Colombie qui enchaînait. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord celui-là. Et puis tout à l'heure, on fera le débrief du Colombie-Ghana. Mais complètement dingo ce match. Complètement dingo. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Sur cette Argentine, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va peut-être mettre la cam tout de suite. Ça sera mieux si elle fonctionne bien. Si c'est clean, c'est encore mieux. Parfait. Donc, les copains, comme d'habitude, on fait le débat ensemble. Donc, vous y allez. Vous commentez, vous likez, vous partagez. Vous dites vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, le coaching. On va faire, moi, je vais faire le débat, mais c'est toujours plus sympa si vous êtes là. Mais comme je dis à chaque fois, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, hein, soutenez, donnez un peu de force. Et un petit abonnement. Vous n'avez rien à payer, mais juste mettez votre abonnement, cliquez dessus. Ça nous donne un peu de force. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on peut parler de cette Argentine qui s'en sort très bien. Parce que c'est le cas, hein. Là, ce soir, c'est pas un trou de souris, hein. J'avais dit trou de souris pour l'Angleterre face à la RDC. On pouvait le mettre aussi pour la Belgique face au Sénégal. Et là, c'est pareil, hein. Là, le match de l'Argentine ce soir, il y a beaucoup à redire, hein. Et donc là, l'Argentine qui fait office de favori à sa succession, on va doser, hein. Parce que là, ce soir, avec ce qu'on a vu, enfin cette nuit, ce qu'on a vu,
Je vous le dis, c'est pas un champion du monde en titre, en puissance, hein, qui s'est montré ce soir, hein. Ah franchement, super décevant, super décevant. Et pourtant, je vais vous montrer la compo, hein, mais quand on voit la compo, il a rien inventé d'extraordinaire, hein, notre ami Scaloni. Il a rien inventé, hein. Il est parti avec, pareil, son 4-4-2 habituel, avec en plus la charnière qu'il affectionne depuis le début de la compète, donc Romero et Martinez. Donc voilà. Bon, Medina côté gauche, moi je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. Genre l'Argentine, elle a pas mieux comme arrière gauche que Facundo Medina. Ah, excusez-moi les copains, mais j'ai quand même un peu de mal à croire ça. Mais bon, il était là sur les premiers matchs, donc je pense pas que c'est ça véritablement qui a décontenancé l'Argentine. Molina, c'est pareil, c'est plutôt lui le titulaire du poste. Et puis après, le milieu à 3 avec, enfin à 3-4 avec McAllister et Fernandez dans l'entrejeu, et puis plus De Paul et Almada. Bon, bah voilà, c'est du classique, hein, c'est ce qu'on voit depuis le début de la compète, hein. Donc là encore, pas de changement. Et devant, il nous remet la même doublette. Alors après, Messi est mis à cette place-là, mais vous avez compris, si vous avez vu un peu les matchs de l'Argentine depuis le début de la compète, pas vraiment attaquant de soutien, il est plus 10, enfin, ouais, bon, voilà, vous avez compris. Et Martinez en pointe à ses côtés, c'est ce qu'on a vu depuis le départ. C'est ce qu'on a vu depuis le départ. Donc il n'y a pas de changement qui pourrait expliquer le comportement de l'Argentine pendant tout le match. Parce que je vous le dis, les copains, ils ont pas, je sais pas comment ils ont préparé ce match. Je sais pas avec quel ressort mentaux notre ami Scaloni, il a préparé son groupe à jouer le Cap-Vert. Mais il faut croire qu'il s'est dit vraiment que le Cap-Vert, c'était pire que l'Ouzbékistan, hein. Parce que vraiment, l'approche de match, bah, on était encore en live sur la chaîne pour le début de match. Il est limite, les 15 premières minutes, elles sont limite à l'avantage à l'avantage du Cap-Vert. Il commence à y avoir 2-3 situations Argentine après le premier quart d'heure. Et puis, évidemment, on va avoir le but qui va arriver, je sais plus quoi, hein, c'est à la 20e, je crois. Ouais, ça doit être la 20e. Je reprends ça. Non, c'est la 29e. C'est la 29e que notre ami Lionel Messi, bah, il en rajoute un autre. Donc, pour tous ceux qui n'avaient pas encore la ref, il a rajouté une petite réalisation au record. Donc maintenant, on en est à 20 buts en 30 matchs de Coupe du Monde. La stat est complètement dingo. La stat est complètement dingo. 20 buts en 30 matchs de Coupe du Monde. Bon. Déjà 30 matchs de Coupe du Monde, quand tu sais qu'il y en a toutes les 4 ans, déjà. Et en plus, si tu ajoutes que pour en jouer des matchs de Coupe du Monde, il faut aller loin. Parce que sinon, c'est 3 matchs et tu t'arrêtes au premier tour. Ouais, c'est quand même une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie ce qu'il est en train de nous faire. Et en plus, ajouter 20 buts, ouais, c'est complètement lunaire. Donc voilà, à partir de la 29e, super beau but en plus, hein. Vraiment, il en rajoute un à sa collègue et c'est pas le plus moche qui nous rajoute ça. Et en fait, à partir du moment où l'Argentine marque, je pense on est tous à se dire, et c'était ce que j'avais dit dans l'avant-match sur la chaîne, bon, bah, si l'Argentine vient ouvrir le score, les copains, je pense que le le suspense du match, il va vite disparaître. Et en fait, bah, va falloir être clair, hein, et c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est qu'en fait, l'Argentine s'est mise à calculer. Et de manière incompréhensible, hein, parce qu'il n'y avait pas on va dire une pression complètement dingue de la part des Capverdiens. Les Capverdiens, ils étaient rigoureux et appliqués tactiquement. Donc, c'est-à-dire, ça se voyait que les gars, ils improvisaient pas un marquage, ils partaient pas un peu dans tous les sens. Mais par contre, ils étaient pas réellement dangereux, en fait. Donc, Martinez, pendant la première mi-temps, il a rien. Il a rien. Il a pas véritablement d'arrêt à faire et il est peu sollicité. Donc, quand à la mi-temps, on se retrouve à 1-0, on se dit que c'est un peu poussif de la part de l'Argentine, mais on se dit jamais que ils vont continuer sur ce même rythme-là pendant la deuxième mi-temps.
Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, il n'y a aucun changement de rythme, pas de changement. Et on va être clair, bien sûr que Messi rayonne, bien sûr que Messi, ça reste encore le joueur phare, le gars en plus de cette équipe argentine. Par contre, on peut se le dire qu'autour, il peut y avoir des mecs qui prennent un peu leurs responsabilités, parce que c'est ça un peu le problème de cette Argentine. C'est qu'en fait, tout dépend de Messi. Et donc forcément, là arrive la question, si Messi, il vient être en méforme, si Messi, il vient être blessé, on fait comment? Non, parce que vraiment, hein, le match de Lautaro Martinez, c'est atroce, hein. C'est atroce. On le voit pas. On le voit pas. Donc j'ai compris que l'équipe d'Argentine, elle se présente sous une forme, c'est allez, je vais être un peu cliché, mais on est l'équipe de Messi. Donc on est l'équipe de Messi, on le met dans les meilleures dispositions. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre d'un côté. Par contre, de l'autre, ça veut pas dire non plus que tous les joueurs s'effacent et tous les joueurs, on va dire, gomment une partie de leur répertoire juste pour se mettre au service de Messi. Tu peux te mettre au service de Messi, mais en continuant d'être le joueur que tu es. Donc Lautaro Martinez, tu peux jouer avec Messi, mais tout en restant Lautaro Martinez. T'es pas obligé d'être l'assistant de Messi et juste l'assistant de Messi. Parce que là, vraiment, dans les prises de balles, dans les appels, dans les choix, dans les passes, j'ai vu aucune personnalité chez Lautaro Martinez, hein. Et pourtant, c'est pas généralement ce qui le caractérise. C'est pas un joueur qui se cache. C'est pas un joueur qui se débine. Thiago Almada, on va en parler à un moment donné de son influence dans le jeu. Il sert à quoi, en fait? Moi, franchement, sans déconner, je vois rien. Je vois rien chez Thiago Almada depuis le début de la compétition. Je vois juste, pareil, la même chose, un assistant de Messi. Alors oui, si c'est juste ça qu'on demande aux gars offensifs autour de Lionel Messi, alors OK, Scaloni, il doit être content alors. Il doit être content. Par contre, si véritablement tu vas aller loin dans la compétition, je te le dis, il va falloir forcément que dans ton plan de jeu, tu aies autre chose que la simple arme Messi. Parce que là, ça passe. Encore une fois, ce soir, il te marque un but et il te fait une passe décisive. Mais attention, hein. Alors, je dis pas forcément dès les huitièmes, parce que les huitièmes, c'est l'Égypte. Donc l'Égypte, OK, ça va être un niveau normalement peut-être supérieur sur le papier. Maintenant, sur ce qu'on a pu voir de l'Égypte et ce qu'on a pu voir du Cap-Vert, attention. Attention. Mais ça va pas être encore le vrai gros test. Mais plus on va continuer dans la compétition et plus le niveau va s'élever. Et vraiment, si l'Argentine aborde les matchs qui vont arriver comme là ce soir, là honnêtement, vraiment, je suis pas Nostradamus, mais pour moi, c'est impossible qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est impossible. Donc là, pour moi, ce soir, cette nuit, il y a un gars il va falloir qu'il travaille, hein. Il va falloir qu'il bosse, hein. Là, notre ami Scaloni, c'est plus possible. Tu peux plus tu peux plus te réfugier derrière ça, en fait. C'est pas possible. Là, ce qu'on a vu ce soir, je vais pas sortir des grands mots, je suis pas argentin et tout ça, mais c'est grave ce qu'on a vu de la part de l'Argentine. Ce qu'on a vu, vraiment, c'est grave. Et je parle pour l'instant de l'Argentine, mais je ne mentionne pas encore une demi-seconde ce qu'a fait le Cap-Vert. Parce que le Cap-Vert, c'est admirable ce qu'ils ont fait, hein. Vraiment. C'est de résilience, de courage, de volonté et de talent, hein, parce que c'est pas juste une équipe, voilà, solidaire, qui court et qui répète les efforts. Non, non, il y a du talent, en fait. De toute façon, tu n'arrives pas à ce niveau-là sans talent. Et tu n'arrives pas à faire déjouer autant l'Argentine sans talent. C'est pas possible. Donc, OK, moi, je veux bien entendre. Ne pas sous-estimer le Cap-Vert dans cette galère qu'ont eu les Argentins. Moi, pas de problème. Mais ça m'interpelle quand même aussi, excusez-moi les copains, sur le niveau affiché de l'Argentine. C'est pas bon, hein. Honnêtement, c'est pas bon. Et on s'est peut-être un peu trop gargarisé sur le premier tour avec, oui, il y a le 3-0 contre l'Algérie, le match contre l'Autriche, le premier tour géré de main de maître. Ouais, d'accord, mais il faut peut-être aussi nuancer avec les adversaires affrontés. Et là, on n'est quand même pas sur un gros adversaire avec un CV ronflant. Le Cap-Vert, c'est première participation au mondial.
Donc on peut pas faire moins ronflant. Et ben là, on a bien vu avec un plan de jeu appliqué avec des gars qui étaient véritablement derrière leur sélectionneur, on a vu l'Argentine qui a toutes les peines du monde. Donc moi, je veux bien entendre qu'ils ont peut-être sous-estimé les adversaires et que forcément, à un moment donné, tu as un retour de bâton. Mais de l'autre, il y a peut-être aussi des questions à se poser sur le vrai niveau de cette Argentine. Hein. Parce que je vous remontre même les stats. Quand on regarde les stats, excusez-moi les copains, hein, bien sûr que il y a 2,16 de XG, bien sûr qu'il y a 64% de possession, 22 tirs à 16. 22 tirs à 16, déjà, on commence à nuancer un peu. Bien sûr, il y a eu 8 arrêts de Vozinha contre 3 de Martinez. Quand même 3 de Martinez pour des frappes cadrées. 8 corners partout. Bien sûr que ces stats-là, elles sont à l'avantage de l'Argentine. Mais honnêtement, ceux qui ont vu le match et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder soit des longs formats ou carrément de le regarder pour voir qu'en fait, je raconte pas n'importe quoi. Vraiment, l'Argentine, ce soir, ils sont en dessous de tout. Ils sont pas au niveau d'un champion du monde. Vraiment. Alors, je lis un peu les messages. Il y a Bab, bonsoir mon copain. Pas convaincu par cette Argentine, il passe vraiment par un trou de souris. Eh oui, exactement. Exactement. Et petit message personnel, Baba, je te réponds très très vite à tes messages. Je réponds très très vite à tes messages, mais tu as pu le constater, on n'arrête pas sur la chaîne, donc beaucoup de boulot, mais je te promets, je te réponds très très vite. Dixon Tanga qui nous dit les Cap-Verts restent un club superbe d'Afrique. Alors un pays, hein, quand même, c'est pas un club. En faisant plier le tenant du titre mondial jusqu'à sa première participation. Moi, je suis congolais de la RDC. Bah écoute, je pense Dixon Tanga, je pense que on en a parlé sur la chaîne, hein, mais je pense que tu as dû être fier aussi du match des Congolais qui peut ressembler à certains endroits à ce que nous ont fait les Cap-Verdiens ce soir. Hein. Il y a un truc un petit peu similaire et on va dire que pour ces équipes africaines qui sont tombées, on a beaucoup plus d'indulgence. Voilà, par exemple, le Cap-Vert, qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir, en fait? Les gars, ils ont fait le match de leur vie. Et puis alors, attendez, hein, j'ai pas parlé de la pépite. Alors, la pépite, le deuxième but. Oh mais c'est le but du mondial, hein, les copains. C'est le but du mondial. Vraiment. La frappe, elle est mais tellement magnifique. Il faut que je retrouve le nom du joueur qui a marqué. C'est Lopez Cabral. Lopez Cabral. Bah, franchement, le but, je vous le conseille. Pour l'instant, en plus, avec la dramaturgie, donc ce que ça comportait à ce moment-là, d'inscrire ce but, pour moi, c'est le plus beau. Pour moi, c'est le plus beau de la compétition. Donc non, là ce soir, il y a beaucoup de questions à se poser sur cette Argentine. Hein. Pour moi, cette équipe, elle n'a pas justifié son rang de champion du monde. Alors, on pourrait me dire, c'est bien beau, on s'en fout, hein, qu'elle justifie ou pas. L'important, c'est de se qualifier. Bien sûr. Et je pense que Scaloni, ce soir, il va juste retenir ça. Hein. S'il est très honnête, ce soir, il va pas retenir autre chose. Vous n'allez pas me dire qu'il va retenir que le fond de jeu était là et que l'équipe a montré un visage séduisant. Ça, je peux pas y croire. Maintenant, peut-être que cet avertissement sans frais peut peut-être servir de déclic pour cette équipe. Peut-être. On peut leur laisser cette possibilité-là. Par contre, je le disais déjà tout à l'heure, il va falloir à un moment donné qu'il y ait d'autres plans de jeu. Hein. Que de tout donner à Messi. Parce que les adversaires, ils voient. Hein. Donc là, ne serait-ce que l'Égypte, si je suis Osama Hassan, bien sûr qu'il y en a d'autres qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Mais vraiment, t'étudies bien la vidéo, t'étudies bien ses déplacements et tu mets trois mecs qui sont dans son secteur et je dis pas du marquage individuel, mais qui ne le lâchent pas. Messi, tout Messi qu'il est, il approche les 40 pièges. Hein. Donc, si tu lui laisses pas d'espace, c'est pas un magicien au point de t'envoyer des balles à la Shaolin Soccer. Hein. Donc, il va falloir aussi se dire qu'il faut arrêter de le regarder jouer. Tous les adversaires, les gars, faut y aller, en fait. Faut leur rentrer dedans. Parce que de toute façon, c'est le seul plan de jeu affiché par l'Argentine depuis le début de la compétition. Donc,
Si tu as envie véritablement de contrecarrer les plans, bah, tu fais un plan véritablement Messi. Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs équipes. Je pense que Rangnick est bien meilleur que moi techniquement. Il a dû essayer, il s'est cassé les dents. Je pense que Petkovic aussi, même si j'ai quand même un peu plus de doutes sur ses qualités de tacticien, mais soyons honnêtes, lui aussi, il a dû réfléchir à la question, c'est pas passé. Désolé, le coach de la Jordanie, mais je pense aussi, lui, il a dû essayer, c'est pas passé. Et là, ce soir, c'est quand même un peu plus passé parce que quoi? Parce qu'il avait beaucoup moins d'espace. Alors oui, vous allez me dire, oui, oui, mais la fois où il en a eu de l'espace, il a planté son but. Eh bien sûr, c'est Lionel Messi, en fait. Les gars, c'est Lionel Messi. Donc forcément, peu importe l'âge, peu importe le moment, tant que tu lui laisseras des ballons et tant que tu lui laisseras des espaces, forcément, le gars, il va en profiter. Ça, c'est évident. Par contre, si tu veux avoir des chances de pouvoir minimiser ce type de désagrément, ah, oui, il va falloir forcément que tu proposes autre chose. Et dans ce autre chose, moi, je vous dis, la compo, pour moi, c'est pas la bonne. La compo, c'est pas la bonne. Baba qui nous dit, t'inquiète l'ami, ah, ça va. J'ai sauté de ma chaise, waouh, énorme. À la limite, le Cap-Vert était tellement dégoûté de la fin, tellement ils ont senti que l'Argentine, c'était prenable. Mais exactement. Je pense que les Cap-Verdiens, c'est fou de dire ça, mais à la fin du match, ils finissent avec des regrets. Hein. Ils finissent vraiment avec des regrets le match. Alors qu'on parle d'un match de 16e de finale, donc élimination directe avec l'Argentine. C'est dingo même de dire cette phrase. Et encore, l'Égypte, c'est un cran au-dessus. Niveau discipline tactique, c'est plus fort. Oui, bah, il risque d'avoir ça en fait. Et ça, par contre, ça peut encore plus poser des problèmes à cette Argentine. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Je n'ose pas croire que Scaloni se dise, allez, c'était juste un jour sans, et on continue le même plan que d'habitude, et ça va passer pour le match contre l'Égypte. Je veux pas penser à ça. Pour moi, c'est pas un grand tacticien, hein, Scaloni. Hein. Faut être très très clair, c'est plus un meneur d'homme qu'un tacticien. Donc, malgré ça, je pense pas qu'il va. Il suffit d'avoir les gars à la vidéo qui te disent non, non, là on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Parce que je le dis dans la compo, c'est ce qui ressort pour moi, c'est que c'est pas équilibré en fait. C'est que le tandem d'attaque. Peut-être que Messi est très à l'aise avec Lautaro Martinez. Hein. Peut-être que c'est ça l'histoire. Et moi, pour moi, je vois pas la complicité évidente. Ou alors, si, je vois juste que ça permet peut-être à Messi de briller. Donc, comme on a dit, si le seul plan de jeu, c'est vraiment de faire briller Messi, bon, bah alors ok, laissons Lautaro Martinez à ses côtés. Laissons-le être invisible pendant le match, mais continuons de passer les plats à Messi. Et puis, après tout, si tout le monde est content, tant mieux. Mais moi, pour moi, je pense que cette tactique-là, elle est trop minimaliste. Je suis désolé. Dixon Tanga qui nous dit, franchement, comment on donne l'opportunité de 10 clubs africains, l'Afrique finira par remporter cette World Cup. Par contre, mon copain Dixon, c'est pas des clubs africains, c'est des nations africaines. Oui, tu as peut-être raison. Peut-être que à force, les sélections africaines arriveront encore plus loin et de manière plus massive. Mais bon, en fait, faut différencier tous les cas. Faut différencier tous les cas entre les sélections africaines. Parce qu'il y en a pour lesquelles on peut avoir et de nourrir de vrais regrets. Désolé mon copain Baba, je suis désolé, mais tu sais à qui je pense en principe, en priorité. Mais on peut aussi nourrir des regrets pour la Côte d'Ivoire face à la Norvège, parce que sur le papier, c'est quand même un match qui peut tourner d'un côté comme de l'autre. Donc on peut être déçu un peu par ça. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que la RDC, on peut les mettre sur le même plan? Bah non. Le Cap-Vert, bah non. L'Afrique du Sud, on peut être déçu parce que c'est le Canada en face, mais de l'autre, bon, il n'y a pas beaucoup de références non plus pour l'Afrique du Sud. On peut être déçu pour l'Algérie, mais sur le papier, c'est pareil. La Suisse, c'est plus fort. Donc, pour moi, il y a à nuancer. Il y a vraiment des déceptions. Il y a vraiment des déceptions. Et encore une fois, Baba, tu sais à qui je pense. Mais dedans, on peut avoir cette approche-là, celle de Dixon, qui est de se dire que à force d'avoir 10 pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde,
forcément, avec le travail qui est effectué et le bon travail dans certains cas, dans certaines sélections, ah oui, tu pourras peut-être avoir mieux et un meilleur bilan. Là, c'est sûr que celui dans les 16e de finale, il était hypant parce que, hormis la Tunisie, tout le monde était passé, côté sélection africaine. Bon, là, tu arrives en 8e de finale, il en reste plus que 2, Égypte et Maroc. Donc, c'est vrai, il y a même un coup qui est mis, pour l'Afrique, subsaharienne qui compte aucun représentant là ce soir. Voilà, mais faut retenir aussi le positif. Certaines sélections comme là, par exemple, le Cap-Vert ce soir, bah, c'est pas juste, ils sont sortis des poules en fait et ils se sont arrêtés. C'est eux véritablement, comparé à certaines autres sélections qui sont venues un peu les mains dans les poches pour jouer ce 16e de finale. Je pense par exemple à l'Australie qui ce soir, franchement, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient en train de jouer le match de leur vie, les pauvres. Bah là, le Cap-Vert, ils sont venus avec une vraie ambition et même si on peut déjà se dire que c'était réussi pour eux d'arriver en 16e de finale, bah ils se sont pas limités à ça. Ils se sont pas limités à ça. Donc rien que pour ça, voilà, de Duarte à Mendes, en passant par Moreira, Pico Lopez, Cabral, Nuno da Costa, je parle même pas de la nouvelle star Vozinha. Vraiment, cette équipe, elle mérite d'être mise en valeur, mais tout comme, je te fais une passe D, hein, Dixon Tanga, hein, tout comme la RDC, elle mérite d'être mise en valeur au regard de ce qu'elle a proposé pendant son 16e de finale contre l'Angleterre. C'est ça aussi qu'il faut retenir et essayer, pour moi, ça va être ça le vrai défi pour ces sélections africaines, c'est de bâtir sur ça et de ne pas juste s'arrêter avec on a réussi cet exploit-là d'un 16e de finale. Voilà, c'était génial. Non, il faut continuer de construire dessus. Donc après, je sais très bien qu'il y a des problèmes de moyens, d'infrastructures, de tout ça. J'entends très très bien. J'entends totalement ça et c'est pas du tout c'est pas du tout à minimiser dans ça. Mais il faut évidemment que cette équipe-là qu'on a vue, la Cap-Verdienne, cette équipe congolaise, et dans d'autres mesures, cette équipe ivoirienne, même cette équipe sénégalaise avec les joueurs qu'elle a pu montrer, ben, il faut pas s'arrêter, il faut pas que ça soit, il faut pas que ça s'arrête. Bon, on en parlera tout à l'heure. Le Ghana, c'est peut-être un cas un peu à part. C'est un cas un petit peu à part. C'est particulier pour arriver à jauger leur Coupe du Monde. Et là, on est sur le Cap-Vert. Moi, j'ai vraiment juste envie de dire bravo aux gars. J'ai juste envie de dire bravo. Vous avez donné vraiment, mais tout ce qui était possible et inimaginable pour votre entre guillemets pour votre maillot, pour votre patrie, pour votre drapeau. Vous avez fait douter cette équipe argentine qui est championne du monde en titre encore une fois, hein, on le redit, et avec Lionel Messi, Martinez, Fernandez et tous les top joueurs. Franchement, bravo à vous. Franchement, moi j'ai juste envie de retenir ça. Et pour l'Argentine, ouais, je descends un petit peu du fameux train. L'Argentine candidate à sa propre succession. Moi, je vais doser, hein. Vraiment, je vous le dis là ce soir, je vais vraiment doser parce que pour moi, c'est pas bon quoi. C'est pas du niveau de certaines équipes qui nous ont proposé un spectacle meilleur. Même je vous dis, véritablement, le Portugal, même hier dans un match ultra poussif et avec en plus une erreur d'arbitrage à la fin, je vous jure qu'il jouait mieux. Je vous jure qu'il jouait mieux face à la Croatie. Donc non, là l'Argentine, elle doit absolument se reprendre pour terminer correctement cette Coupe du Monde. On peut pas s'arrêter comme ça avec ce plan minimaliste. Que ça soit ton plan A, j'ai pas à discuter. Je trouve ça un petit peu réducteur, mais pourquoi pas. Mais quand tu te rends compte qu'à la 60e, t'arrives toujours pas, tu ronronnes, fais des changements. Parce que c'est ça le problème. C'est que là, en plus, je vous montre un juste, hein, mais les changements qu'il nous a fait notre ami Scaloni, c'est après les buts, hein. Donc c'est après le but qui se décide à dire ah ouais, Lautaro, ah ouais, c'est vrai, ça marche pas. Ah ouais, mon copain, c'est vrai, oui, ça marche pas. Donc il fait sortir aussi Almada à ce moment-là. Et puis alors, expliquez-moi, hein, parce que ça, je voudrais bien comprendre. Mais alors l'intérêt
à un moment où il y a un partout, il reste 6 minutes de jeu, tu sors De Paul. Donc là, à ce moment-là, tu peux te dire, OK, bon, OK, là, Scaloni, il a compris. Il a compris ce qu'il fallait faire. Il a compris que là, il fallait sortir un milieu. Et puis, il va te faire rentrer un offensif supplémentaire. Évidemment. Bah non. Ah non, ah non, ah non. Scaloni, à ce moment-là, il retrouve rien de mieux que de te faire rentrer Paredes. À la limite, De Paul, il est plus offensif que Paredes. Quoi l'intérêt? Vraiment, hein, c'est pas pour faire, c'est pas pour faire un effet de mise en scène. Vraiment, c'est quoi l'intérêt? À ce moment-là, dites-moi juste quel est l'intérêt de faire sortir De Paul, tu as besoin de marquer, et tu le fais rentrer par un joueur plus défensif encore, Paredes. Moi, je vous dis, Scaloni, je suis pas convaincu sur cette compète. Je disais rien. Alors, c'est peut-être facile de dire ça, mais je disais rien jusqu'au début jusqu'à ce match-là. J'avais juste dit que je trouvais ça un peu réducteur, ce type de tactique, mais vu que ça marchait, je le dis, généralement, on se tait quand les mecs quand les mecs ça fonctionne, pas de problème. Mais là, ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne pas. Et c'est le Cap-Vert. Je leur manque pas de respect, mais c'est le Cap-Vert avec aucune référence au très très haut niveau international. Je sais qu'ils avaient fait, je crois que c'est quoi, c'est quart de finale, huitième de finale à la dernière CAN, à l'avant-dernière CAN. Je me rappelle plus si c'est huitième ou quart. Et voilà, donc ils avaient déjà fait des faits d'armes, mais au très 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 haut niveau international, c'est novice. Donc cette Argentine-là qui nous a donné cette production-là avec ces changements-là, pour moi, je vous le dis, même contre l'Égypte, et pourtant l'Égypte, c'est pas emballant. Ah, vraiment, c'est pas réjouissant. Pour ceux qui se sont tapés le Égypte-Australie, fallait s'accrocher. Il fallait soit être égyptien ou australien, ou alors vraiment fan de football tactique. Parce que vraiment, c'était pas dingue. Mais attention, comme l'a dit Baba tout à l'heure dans le message, je pense que c'est plus discipliné tactiquement. Et il y a peut-être plus, c'est même pas peut-être, il y a plus de talent individuel dans cette équipe, dans l'équipe égyptienne. Donc attention, je le replace, attention, parce que cette équipe Argentine, elle peut tomber dans un match bourbier. Et alors là, autant vous dire, les copains, le match bourbier, c'est ce que demande, voire même ce que réclame l'Égypte. Alors là, l'Égypte, le match haché, le match cadenassé, pourri, où on se retrouve avec 50 minutes de temps effectif sur 90, je vous le dis, les Égyptiens, ils signent tout de suite. Alors là, c'est sûr et certain. J'ai été gentil un peu tout à l'heure avec Osama Hassan en disant qu'il a été un peu proactif quand son équipe s'est retrouvée à un partout. Maintenant, face à l'Argentine et en ayant vu cette Argentine-là, je pense assez logiquement, il va nous mettre le bus, Osama Hassan. Je peux me tromper, mais je pense qu'on commence un peu à le connaître. Donc voilà, donc non. Pour terminer vraiment sur ce débat Argentine, vraiment trop de souris. Félicitations au Cap-Vert, et c'est même d'ailleurs plus ça que trop de souris. C'est félicitations d'abord au Cap-Vert parce que leur match est vraiment la définition même de tu peux avoir une équipe plus forte que toi sur le terrain. Si t'as plus d'envie qu'eux, tu pourras les emmerder et peut-être même gagner si tu as un peu de réussite. La réussite, elle n'était pas au rendez-vous, au max, mais ils ont réussi à faire, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que les trois sélections avant, Algérie, Autriche et Jordanie, n'ont pas réussi à faire une demi-seconde. Eux, ils ont joué avec courage. Eux, ils ont joué en croyant en leur capacité et en étant fidèles à leur plan de jeu. Pour moi, c'est un signe que cette Argentine ne peut pas se reposer là-dessus. Voilà. Si
si on doit terminer, c'est vraiment là-dessus. Maintenant, je sais pas, mais voilà, je vois un message de Dixon Tanga qui nous dit cette équipe de l'Argentine ne sortira pas gagnant face aux Bleus de la France actuelle. Oui, sur ce que j'ai vu, je vous le dis, il y a pas match. Hein. Alors évidemment, je pense que l'Argentine haussera le niveau de concentration et ce que vous voulez. Bah, il y a intérêt de toute façon. Parce que là, clairement, là, ils jouent contre les Bleus en jouant comme ça, ils en prennent 5. Baba qui nous dit, après pour le coup, Ghana, on n'attendait pas grand-chose. Je pense que globalement, il y a que 2 grosses déceptions, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour le reste, pas de grosses surprises. Je suis assez d'accord. Les 2 déceptions, et elles sont pas au même niveau. Mon copain, je pense que oui, les 2 pour lesquels on peut nourrir vraiment des regrets, c'est ces 2-là. Et particulièrement pour le Sénégal, parce que le contexte du match, le déroulé du match. Mais après, pour le reste, oui, il y a plein d'autres sélections africaines. On peut pas décemment se dire, ah mince, là, franchement, elles sont passées à côté. On a dit, là, ce soir, le Cap-Vert, à pas leur dire bravo et dommage, on peut pas leur dire grand chose d'autre. Donc non. Le bilan, de toute façon, le bilan des sélections africaines, on le fera un peu plus tard, de manière un peu plus posée, avec un peu plus d'éléments, en sachant un peu plus pour chaque sélection comment ça s'est terminé. Et je pense principalement, là encore une fois, au Sénégal, pour bien comprendre en fait ce qui s'est déroulé pendant cette Coupe du Monde, pour mieux analyser le résultat brut et ne pas juste dire ouais bah voilà, ils sont sortis, ils sont machin. Ok, prenons le temps de comprendre, d'avoir les retours et de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et pareil pour la Côte d'Ivoire, il y a de la déception, il y a de l'amertume, mais pour faire des débats plus je pense plus justes, il vaut mieux attendre pour analyser froidement et avec plus de justesse. Là, dans les débriefs, comme on fait ce soir, c'est à chaud, c'est la sensibilité du moment, c'est ce qu'on a vu quelques minutes ou quelques heures après le match. Et là, voilà, ce que j'ai vu, moi, ça m'a pas du tout emballé côté argentin. Donc, va falloir très très vite hausser le niveau, mon ami Scaloni, parce que sinon, ça va être retour à Buenos Aires. Et attention à ton petit contrat, parce que c'est pas impossible que ça puisse s'arrêter derrière. Voilà les copains. Bon, je vais m'arrêter pour ce petit débat. Argentine RDC. Argentine Cap-Vert, pas Argentine RDC. On va revenir dans quelques minutes pour débriefer le Colombie-Ghana qui était aussi bien intéressant et où il y a plein d'enseignements aussi à tirer. Mais voilà, chaque chose dans son temps, on fait les choses dans l'ordre. Voilà, là on vient de terminer ce petit focus. Donc merci à Baba d'avoir été présent et merci aussi à Dixon Tanga d'avoir aussi participé sur le chat. Comme je le dis, on revient dans quelques minutes. Là, le live va être dispo en replay sur la chaîne dans les minutes qui arrivent. Dispo aussi sur podcast, donc sur toutes les plateformes type Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Tout un tas de personnes aussi. N'hésitez pas, si vous voulez participer au débat, envoyez un mail à copainfc@gmail.com, copain avec un S, FC tout attaché, @gmail.com. Et si vous voulez participer et venir en débat avec moi, eh ben allez-y, ça sera avec plaisir. Plus on est de copains, plus on s'amuse. Voilà. Et puis si vous avez découvert cette vidéo, voilà, allez-y, un petit like, un petit commentaire, ça envoie de la force. Vous pouvez vous abonner, ça nous donne encore plus de force et encore plus de visibilité. Voilà les copains. Donc maintenant, si vous êtes abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.
On se concentre sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais, un con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil de Zabardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, voilà, ça va être le dernier petit débat de la journée. On a clôturé nos 16e de finale, pardon. Ça y est, c'est fini. On a la liste des 8e. C'est tombé. Bon, on avait déjà quand même les grandes lignes avant le dernier match. Mais là, au moins, on sait à quoi s'attendre. Et autant celui des 16e, il y avait pas mal d'affiches un peu indécises. Bon, là, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus le max. Je vais pas vous mentir. On va vite regarder ça, mais voilà, c'est au moins le moment de terminer, de faire un premier bilan de ces 16e de finale. Puis évidemment, on parlait de ce match entre la Colombie et le Ghana, mais ça va être aussi un peu l'occasion de faire un petit bilan là ce soir comme ça à chaud. On a terminé les 16e. Est-ce qu'on a été content? Est-ce que c'était plutôt positif? Est-ce qu'on a eu pas mal de bons matchs? Bon, voilà, on fera un peu la liste ensemble. Donc comme d'habitude les copains, vous y allez. Besoin de vous pour faire le débat. C'est toujours plus sympa, vous donnez vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, le coaching, le résultat, le tableau, enfin allez-y, vous y allez. C'est toujours plus sympa si on fait le débat ensemble. Maintenant, comme je dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis si vous découvrez la chaîne, allez-y, vous pouvez vous abonner, envoyer des petits likes, des commentaires, c'est ce qui nous donne de la force et nous donne envie de continuer les copains. Même là, à 7h45, vous voyez, on est fidèle au poste, avec certes un tout petit peu de retard ce matin, mais on est quand même là pour faire les débriefs. Voilà, juste comme ça, juste pour le préciser, on est à plus de 3 semaines de compétition et ouais, ça va, on tient bien le rythme. Donc, la Colombie 2026, c'est du costaud. Bah ouais, les copains. Bah ouais, parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé de cette Colombie. On a beaucoup parlé de l'Équateur, on a parlé du Mexique. Je sais que c'est pas la même zone de qualification, mais vous m'aurez compris. On parle bien évidemment de l'Argentine, on parle bien évidemment du Brésil, mais on parle pas beaucoup de cette Colombie. Et je pense que c'est une erreur. Parce que cette Colombie, mine de rien, quand on voit le premier tour qu'ils ont fait, c'est costaud quand même de terminer premier dans la poule avec le Portugal et la RDC. Bon, je compte pas le paillasson ouzbek, excusez-moi, mais bon, franchement, on ne pouvait pas les compter comme une vraie opposition. Mais terminer premier de ce groupe devant le Portugal, c'est pas rien. Et sans s'incliner devant le Portugal, en faisant match nul. Là, ce soir, je vais pas vous dire que c'était la performance du siècle que de sortir le Ghana.
parce qu'on va en reparler, le Ghana, pendant cette Coupe du Monde, il va falloir parler un tout petit peu du bilan. Parce que il y a le bilan comptable et puis il y a le bilan des matchs aussi. Donc, il va falloir en parler. Mais cette équipe de Colombie, on en parle peu. On en parle véritablement peu depuis le début de la compétition. On parle voilà, j'ai dit d'autres équipes sud-américaines. On parle des pays organisateurs. On parle des favoris naturels, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Très bien, très bien, très bien. Mais la Colombie? Parce que la Colombie, je vous le dis, hein, au cas où vous n'êtes pas au courant, on va faire tout de suite ça, parce que ça permet de mettre un tout petit peu dans l'ambiance. Mais les copains, les Colombiens, ils sont dans une partie de tableau où, en 8e de finale, ils affrontent la Suisse. Donc là, en termes de 50-50, je vous le dis, là, on est quand même pas mal. Hein. Là, pour celui-là, j'avoue que j'ai vraiment du mal à déterminer qui va être favori. Hein. C'est pas le sujet du débat, mais vraiment, pour moi, il va y avoir match. Donc, s'il y a match pour un 8e de finale pour se qualifier en quart, on va peut-être commencer à les prendre au sérieux quand même, ces Colombiens, ou on va attendre qu'ils arrivent en quart pour se dire, ah oui, quand même. Parce que vraiment, elle est séduisante, hein, cette équipe. Hein. Elle est vraiment séduisante. Hein. Et bien sûr, pour ceux qui la regarderaient pas très souvent et qui regardent juste la compo, ah ouais, c'est vrai, il y a encore un Rames Rodriguez, bien sûr. Bon, alors c'est plus le même, hein, c'est plus le même. Mais par contre, le reste, que ça soit John Cordoba, que ça soit John Arias, je crois que c'est John Arias aussi, que ça soit Luis Diaz, qu'on connaît bien, Jefferson Lerma, Puerta, Munoz, Davinson Sanchez, Lukumi, Morica et Vargas, mais moi, je vous le dis, les copains, hein, et si vous ajoutez Luis Suarez qui est rentré très rapidement dans la rencontre, franchement, vous avez une équipe ultra compétitive. Hein. Vraiment. Hein. Et je vous dis, on a beaucoup plus parlé, et même sur la chaîne, hein, c'est une erreur, on a beaucoup plus parlé de l'Équateur dans cette compétition en se disant, ouais, c'est hypant, BKCC, le niveau du championnat équatorien a augmenté, Independiente del Valle. Ouais, très bien, très bien, très bien. Maintenant, le résultat, c'est que dans cette Coupe du Monde, l'Équateur a plus déçu au final que fait plaisir. Il y a les défaites contre l'Allemagne, la défaite contre la Côte d'Ivoire, le match nul contre Curaçao, l'élimination contre le Mexique. Là, excusez-moi, hein, quand on regarde juste un tout petit peu plus près la Colombie, je l'ai dit, les performances récentes, je parle pas d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et là je parle juste de cette Coupe du Monde, c'est premier devant la RDC et devant le Portugal, et ça sort sans trembler, parce qu'il faut être très clair, hein, ce soir, cette nuit, ça a sorti sans trembler une demi-seconde, le Ghana. Alors maintenant, on va ouvrir 2 secondes le sujet Ghana. Alors bien sûr, hein, on pourra toujours se dire que terminer en 16e de finale, quand tu es une équipe qui était même pas qualifiée pour la dernière CAN, c'est une performance positive. Pas de problème. Pas de problème, ça je vous entends. Par contre, le style de jeu et ce qu'on a vu de la part du Ghana ce soir, je m'intéresse déjà sur ce soir. Franchement, on s'est ennuyé comme pas permis. Hein. On s'est ennuyé comme pas permis ce soir. Vraiment, côté ghanéen, c'était quoi l'espoir? C'était à un moment donné que le ballon, ils finissent par prendre la trajectoire ils finissent par rentrer. Enfin, il n'y a pas de tir cadré. C'est pauvre, c'est pauvre. Vraiment, dans l'audace et dans l'envie d'aller faire mal à l'adversaire. Alors, on le sait, hein, c'est une équipe de Carlos Queiroz. Donc, Carlos Queiroz, pour ceux qui ne l'auraient pas, c'est quand même un sacré bétonneur. On se rappelle de ce qu'il avait fait avec l'Égypte. C'est un gars, je comprends pas, hein, parce que ce type-là, vraiment, au début de la carrière, vous le savez peut-être pas, mais au début de la carrière, c'est un mec qui est réputé pour son beau jeu, enfin, pour bien faire jouer ses équipes. Je rappelle juste que il entraîne le Real à une époque Real Galactique et tout ça, et on le prend justement parce que il a ce lien avec certains joueurs et tout ça, mais qu'en plus, c'est un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. Putain, mais là, il s'est passé quoi pour toi, Carlos?
Parce que là, je vous le dis, hein, c'est de la technique et de la tactique de garagiste, hein, qui nous met. Hein. Donc, c'est le bloc bas, on y va, on lâche pas d'une semelle l'adversaire et on essaie de le casser. Très bien, très bien, très très bien, très très bien. Par contre, dès que tu vas avoir une équipe qui va marquer rapidement contre toi, eh ben voilà, c'est toujours le même problème. Hein. Toujours le même problème avec ce genre d'équipe. C'est très bien, ça doit être sûrement très solide. Hein, c'est super. Par contre, au foot, il faut quand même marquer les buts. Et là, je suis désolé, mais Carlos, franchement, c'est une parodie, tes équipes. C'est une parodie. Alors oui, c'est passé pour le premier tour. Oui, c'est passé. Il n'y a pas eu de problème. Tu es passé dans un groupe en plus qui n'était pas simple. Vraiment, là, je fais pas le malin. Le groupe était pas simple. Croatie, Angleterre, bon, et Panama, c'est quand même du niveau. Tu arrives à terminer meilleur troisième, très bien, très très bien. Par contre, on va regarder quand même aussi 2 secondes comment tu as joué, en fait. Et là, avec ces joueurs-là, vous allez me dire qu'en fait, on peut rien faire d'autre que mettre du béton et de couler des murs, en fait. On peut vraiment pas faire autre chose. Moi, je suis désolé, c'est Maignan, quand je le vois en souffrance comme ça, à courir après le ballon, mais pendant tout le match, Inaki Williams mis sur un côté, Jordan Ayew en pointe. Oh là là, oh là là. Putain. Mais il y a matière de pouvoir jouer un peu. Hein. Il y a matière de pouvoir jouer. Hein. À peu de choses près, honnêtement, je vous jure, le Ghana de Carlos Queiroz, c'est le Mali de Tom Saint-Fit. C'est la même chose. Alors, on va pas avoir la même lecture parce qu'évidemment, comme je viens de le dire, c'est sorti du premier tour. Il y a le match contre l'Angleterre qui va servir de totem parce que ils ont réussi à gratter le 0-0. Mais les gars, vous l'avez vu le 0-0. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, les Ghanéens. Franchement, ils ont rien foutu du match. Ils ont attendu. Donc, très bien, ils ont réussi à faire douter et c'était peut-être le plan à faire pour, pour contrecarrer les plans de cette Angleterre. N'empêche que dans le jeu, c'est pas ambitieux une demi-seconde. Alors que je suis désolé, tu peux faire quand même un peu mieux. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le Mali de Top Saint-Fit. Pour moi, il n'y a pas d'ambition. Alors que t'es pas avec le Swaziland. Ah. Donc, ouais, si on est juste amateur de performance brute, oui, bon, bah alors il a réussi sa Coupe du Monde, notre ami, comment? Notre ami Carlos Queiroz. Il a réussi son pari, c'était de faire passer le premier tour à cette équipe. Ok, génial, t'as réussi. Par contre, pour les émotions dans le jeu, vous repasserez. Hein. Parce que, encore une fois, je vous remonte les stats du match. Vraiment, fallait être ghanéen ce soir pour prendre du plaisir hein, devant sa télé. Hein. Et encore, je pense que même si tu es ghanéen et même fier d'être ghanéen et même avec ton maillot et tout ce que tu veux, je pense qu'au bout d'un moment, tu finis par faire ouais, bon, c'est bon, elle m'a saoulé cette équipe en fait. Elle m'a saoulé parce que là, vraiment, il n'y a pas d'ambition. Alors après, c'est pas que les joueurs. Hein. Je l'ai dit, hein, c'est le staff, c'est le coach, c'est la manière dont c'est vu. Mais désolé, quoi. Moi, je reste sur ma faim. Et voilà, je suis juste un simple amateur de foot. Hein. Mais là, je me dis qu'on aurait pu voir vraiment un match plus animé. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu perds 1-0, t'as quoi à essayer d'aller tenter? Même sur la fin, on n'a pas senti qu'il avait véritablement essayé, en fait. Quand on regarde même les remplacements. Regardez, je vous les partage. Alors, il y a le premier, il a la blessure à la 62e, à la 13e, pardon, avec Alidou Saïdou qui rentre à la place de Senaya, qui se blesse. Bien sûr, il a aussi, un peu plus tard dans le match, Sibo qui se blesse et il fait rentrer Owusu. Mais il n'y a pas d'idée, quoi. Il n'y a pas d'idée. Et puis en fin de match, il te fait sortir Jordan Ayew pour Nouama. Mais tu as l'impression, c'est même sans y croire, en fait. C'est même sans y croire. Donc, oui, factuellement, ils sont sortis avec un 1-0. Ils sont sortis avec un 1-0. Le match n'est pas déshonorant. Hein. Le match n'est pas du tout déshonorant pour les Ghanéens. Hein. Il n'y a pas eu humiliation, loin de là, loin de là. Par contre, si vraiment vous me dites que vous y avez cru pendant un moment pendant le match, bah, franchement, dites-moi lequel. Hein. Parce que vraiment, moi, je me suis perdu à me dire, bon, bah, ok, en fait, on va plutôt attendre un deuxième but des Colombiens parce que
Parce que sinon, en termes de spectacle, on va pas avoir grand-chose avec les Ghanéens. Et je trouve que c'est dommage. Maintenant, voilà, peut-être qu'on va me dire, l'objectif c'était de sortir des poules. Il a réussi à sortir des poules. Les Ghanéens ont des motifs d'espoir pour la suite. Ok, je peux entendre. Si la mission c'était juste ça, ok. Par contre, je pense, je reste persuadé, et encore plus, par exemple, en ayant vu tout à l'heure le match du Cap-Vert, il y avait moyen de faire autre chose. Et même si tu joues une équipe plus forte que toi, même si il y a des équipes qui sont plus fortes et plus compétitives que toi, rien ne t'empêche d'avoir de l'audace, quoi. Rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche d'essayer. Rien ne t'empêche de tenter. Rien ne t'empêche même de tenter le tout pour le tout sur la fin, sur les 5-10 dernières. Tente un truc. Il s'est rien passé, quoi. Alors, je suis pas en colère, hein. Encore une fois, je suis pas ghanéen, hein. Donc, j'ai pas de raison d'être en colère. Je suis juste déçu, en fait, de me dire que bah, notre ami Queiroz et les joueurs aussi, hein, bah, avaient pas plus d'ambition que ça. Bah, voilà. Maintenant, je viens de parler du Ghana pendant un moment. Cette vidéo, elle concerne plus la Colombie, hein, parce que c'est la Colombie qui reste là, hein. C'est la Colombie, hein, qui va poursuivre son chemin. Le Ghana, on va dire que c'est bien. Alors, je vais même vous poser la question. On en pense quoi du mondial du Ghana? C'est réussi? C'est pas réussi? Actuellement, vous allez me dire que c'est réussi parce que ça a passé le premier tour. Je pourrais vous entendre. Mais pour moi, c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Et on avait ce débat-là tout à l'heure sur le live, sur le débat du Cap-Vert contre l'Argentine. Bien sûr que c'est à force de te qualifier pour ce type de match que tu prends l'expérience, que tu essayes et que tu reviens peut-être plus fort les années suivantes. Ok, ça je peux l'entendre. Mais c'est pareil, si c'est pendant 4 ans là, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, qu'on se tape Carlos Queiroz, je vous le dis honnêtement, hein, je suis pas sûr de monter dans le train ghanéen, hein. Et je suis pas sûr non plus que tous les Ghanéens et même le peuple ghanéen va être dans l'esprit, hein. Parce que faut se le taper, hein, le plan de jeu minimaliste, hein, comme on le voit. Moi, je trouve, ouais, voilà, c'est réussi sans être réussi. Voilà. C'est réussi parce que, on l'a dit, ça passe le premier tour, mais c'est pas réussi parce que l'expression de ce qu'on a pu voir pendant plus de 360 minutes, pour vous mentir, limite, le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien, c'est Ziggy. Et alors, j'adore son look. J'adore le look, les dreads, le petit bandana, voilà, franchement, enfin, le petit serre-tête là. Voilà, il a un look. Et puis, alors, attendez, il a le look, ok, très bien, c'est cool. Mais alors, par contre, sur la ligne, il était costaud, hein. Et si ce soir, la Colombie, elle s'en sort qu'avec un seul but d'avance, c'est aussi grâce à lui. Donc, c'est pour ça, il y a des motifs de satisfaction, ça, je peux l'entendre. Il y a des motifs sur lesquels tu peux peut-être baser, on va dire, la suite de ton histoire quand t'es le sélectionneur. Mais pour ça, je le dis, pour moi, il faut prendre un autre gars, en fait. Faut prendre un autre gars. J'en sais rien, soit un local si t'as un local, un ancien joueur si t'as un ancien joueur, ou fais une recherche, prends un Sébastien de Sabre, tu vois, ou un gars dans le jeu du style, c'est-à-dire un gars qui va te donner vraiment une identité de jeu, mais vraiment avec un projet sur l'avenir. Là, le projet avec Queiroz, on a compris, c'est du projet à court terme. Projet à court terme qui va te faire sa bonne vieille tactique d'épicier, de gagne petit, et tu restes avec un goût amer quand tu te fais sortir. Donc non, vraiment, moi je mets pas forcément ça comme vraiment pleinement réussi. Maintenant, je vais pas non plus tirer dessus en disant que c'est pas que tout est raté. Non, c'est quand même sorti du premier tour qui était pas simple. Mais désolé, mais moi je reste globalement sur ma faim pour cette équipe du Ghana. Voilà, je m'attendais à plus. Maintenant, je l'ai dit, il y a le Ghana, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi une autre équipe, comme je dis, qui a gagné. Et je pose une autre question. Jusqu'où elle peut aller, cette Colombie, dans la Coupe du Monde? Parce que là, je vous le dis, hein, moi, le 8e de finale contre la Suisse, je vous
vous ai parlé d'un 50-50, mais si vous me dites que la Colombie finit par l'emporter, je tombe pas de l'armoire, hein, encore une fois. Hein. Si on me dit que la Colombie se qualifie, je peux largement l'envisager. Hein. Parce que cette équipe, je vous le dis, elle a des joueurs qui sont connus au plus haut niveau. Luis Diaz, là, par exemple, c'est évident, tout le monde là. Mais dedans, il y a aussi tout un tas de joueurs qui voilà, c'est pas juste, ils sont sympas, ils sont pas juste bons. Et franchement, il y a des top players là-dedans. Il y a des top players. Ce que va donner Lukumi dans les prochaines années, j'en sais rien. Je sais pas si ça va devenir un espèce de Yeremina ou si ça va devenir une vraie référence à la Mario Yepes. Ouais, on a bossé un peu nos sujets. J'en sais rien, mais par contre, ce qui peut dégager d'un point de vue physique, waouh, les copains, il est impressionnant. Et la charnière qui forme avec Davinson Sanchez, putain, il faut les prendre, hein. Faut les prendre les deux. Et puis le milieu de terrain, Puerta, Lerma et Arias, pareil, hein. C'est vraiment du costaud. Et là, en termes d'intensité, en termes d'impact, en termes de courage et voilà, d'audace d'aller vers l'adversaire, ah ouais, non, eux, ils sont pas en train de réfléchir 15 ans. Hein. Ils sont pas du tout en train de réfléchir 15 ans. Et c'est une équipe vraiment, là, pour le coup, proactive. Et les stats le prouvent. Hein. Les stats le prouvent, que ça soit ce soir ou depuis le début de la compétition, la Colombie, vraiment, elle avance un peu masquée, mais c'est une sacrée équipe. Hein. C'est une sacrée équipe. Alors, je sais pas si elle est meilleure, par exemple, que celle de 2014. Parce que 2014, tu avais un Rames Prime. Donc, peut-être que ça te change aussi peut-être la phase de l'équipe. Je dis pas. Je suis pas en train de faire des comparaisons. Il faudrait avoir plus d'éléments pour pouvoir la faire, cette comparaison. Mais par contre, ce que je peux juste voir, c'est que cette équipe, j'arrive pas à lui donner un plafond de verre. J'arrive pas. Et même, je vais vous dire, hein, parce que dans le tableau, ils peuvent jouer potentiellement, s'ils battent les Suisses en quart de finale, en huitième de finale, ils peuvent jouer soit l'Égypte ou soit l'Argentine. Mais les copains, avec ce qu'on a vu de l'Argentine là ce soir, avec ce qu'on a vu de la Colombie depuis le début de la compétition, ouais, je vous le dis directement, l'Argentine n'est pas favorite. Mais l'Argentine, elle n'est pas favorite. En tout cas, sur ce qu'elle nous a montré depuis le début de la compète et sur ce que nous montre la Colombie. Ah, mais je trempe pas des genoux à une demi-seconde à vous dire que la Colombie fait pour l'instant un bien meilleur mondial que celui de l'Argentine. Hein. Donc ça, il va falloir aussi à un moment commencer à l'intégrer. Donc bien sûr, je sais bien que c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, ou même le Brésil ou l'Argentine. J'ai compris. Et même moi, spontanément, je vais pas faire le malin. En début de compétition, je vous ai pas dit, les gars, la Colombie, attention, ça va être la vraie surprise. Ils vont limite faire dernier carré. Non. Par contre, depuis le début de la compétition, je trouve qu'on en parle peu. Mais c'est une équipe, pour moi, particulièrement solide, particulièrement complète. Et si elle a son 11 complet, avec l'apport de certains remplaçants, quand tu vois qu'au coup d'envoi, t'as pas Luis Suarez, alors c'est pas El Pistolero, hein, bien sûr, mais t'as pas le Luis Suarez, éphémère attaquant de l'OM, d'ailleurs, c'est quand même fort. Et je vous le dis, il y a les noms, très bien, et puis il y a l'impression visuelle. L'impression visuelle, cette équipe, elle te lâche pas, en fait. Elle ne te lâche pas. Et puis, quand je parle aussi de banc et d'effectifs, mais regardez les joueurs qui sont capables de pouvoir faire rentrer. Hein. J'ai dit, Suarez, bon, alors on a un Quintero qui continue de rentrer. Alors ça, c'est quand même dingo. Hein. De se dire que Juan Quintero, il continue d'être encore dans la sélection. Ça, c'est quand même assez fort. Mais t'as un Richard Rios. Richard Rios, c'est un sacré bon joueur. Hein. Alors évidemment, il rentre à la place de Rames à la mi-temps. C'est autre chose, c'est un autre style. Mais pareil, c'est un joueur talentueux. Hein, ceux qui ont suivi la Liga NOS cette année, je pense qu'ils pourront pas nous dire le contraire. Donc, ouais, je suis un peu moins
expert de Jamilton Campaz. Désolé, excusez-moi les copains. Je pourrais moins être dithyrambique sur lui. Mais par contre, sur tous les autres, franchement, même le gardien, je veux dire, Camilo Vargas, je le connais pas réellement. C'est propre, il y a pas. Alors ce soir, il n'a pas été mis en danger. Pour être très honnête, ce soir, c'était pas les envies ghanéennes qui allaient véritablement le mettre sous pression. Mais n'empêche que il est solide. Contre le Portugal, il fait les arrêts qu'il faut, quand il faut. Non, pour moi, vraiment, cette Colombie, si tu regardes, elle a forcément des points faibles par rapport aux très grosses équipes. Donc, forcément, si on fait toujours la comparaison avec l'équipe de France, elle a un bien meilleur effectif que tout le monde. Donc, on va aller vite, on va gagner du temps en disant ça. Maintenant, je le dis, cette équipe-là, on en parle peu parce que elle n'a pas l'étiquette de favori naturelle. Et je peux comprendre, encore une fois. Maintenant, les matchs devraient, à mes yeux, la mettre dans la même catégorie que ces équipes-là. Parce que vraiment, hein, est-ce que vous avez été plus emballé parce que vous avez vu de l'Angleterre depuis le début de la compétition ou par la Colombie? Si vous me dites que c'est l'Angleterre, vous avez des goûts un petit peu bizarres en termes de, de maîtrise de match et de style de jeu. Bon, après, tout est possible. Mais pour moi, je vois pas en quoi maintenant, arriver en 8e de finale, on n'est plus juste au premier match. Hein. Ou voire même qu'au premier tour, on peut se dire ouais, bon, il y a encore la magie du premier tour, c'est le début, les équipes sont encore un peu dans le calcul. Et là, c'est fini. Là, le calcul, c'est terminé. Donc là, première étape pour les Colombiens, c'était le Ghana qui était une équipe difficile à manœuvrer, compliquée, donc en gros chiante à jouer. Et ben, tu t'en sors très vite, tu te simplifies le match. Seul petit bémol pour nos amis colombiens, il va falloir être plus efficace dans le dernier geste. Il va falloir être plus efficace. Parce que là, ce soir, ça passe, parce qu'encore une fois, tu as un bus en face. Donc c'est vrai que le bus, il va pas trop t'attaquer. Par contre, là, on voit 5 grosses occasions, 2,19 de XG, tu ne marques qu'un seul but, tu fais 20 tirs. Je veux bien que Ziggy fasse plusieurs arrêts, le gardien ghanéen. Ok. Maintenant, je pense quand même qu'il y a c'est là pour moi la plus grosse marge de progression, c'est l'efficacité devant le but. Et si cette équipe vient retrouver, ou à trouver, j'en sais rien, mais vient trouver la bonne formule et donc l'équilibre tactique devant, attention, là les gars, je vous le dis, c'est plus juste un outsider, ça peut devenir un favori. Donc maintenant, je sais pas. Cordoba s'est blessé en début de match. Je sais pas. Je pense que Suarez va prendre sa place. Il a été bon ce soir. Mais est-ce que pas en sortie de banc, est-ce qu'il est toujours aussi bon? J'en sais rien. Maintenant, je vous le dis, s'ils arrivent à trouver, à mettre l'efficacité dans leur répertoire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, parce que même pour le premier tour, ils ont pas mal vendangé. Hein. Mais c'est pareil, une équipe qui vendange beaucoup, on peut toujours se dire ah ouais bon, quand même ça a des limites. Oui, et on peut aussi voir le verre à moitié plein en se disant que cette équipe continue à tous les matchs de se procurer des occasions et des situations. Donc moi je préfère plus une équipe qui est dangereuse mais qui n'arrive pas à marquer plutôt qu'une équipe qui n'est pas dangereuse et qui va peut-être marquer une fois sur 2, une fois sur 3 sur ses attaques, mais qui par contre est quasiment jamais dangereuse. Moi, je préfère plus ça et je me dis toujours que l'efficacité, c'est quelque chose qui peut être conjoncturel, qui peut se travailler aussi. Et puis, il y a une histoire de confiance. Une histoire de confiance. Plus tu viens à faire des poteaux, plus ça devient peut-être un peu plus compliqué pour arriver à prendre confiance. Maintenant, sur ce qu'on voit, je pense que cette équipe colombienne, elle peut d'ores et déjà prendre confiance. Hein. Et de se dire que elle est véritablement dans le vrai dans cette composition. Manzano fait du super bon boulot. Moi, je découvre cet entraîneur. Franchement, le style est parfait. Alors, on pourra toujours dire oui, bah, c'est vu les joueurs qu'il a, il est obligé de jouer comme ça. Oui et non. Je vous garantis, on a vu des tas de sélectionneurs qui avaient des belles générations à leur disposition, et puis ils ont été frileux, ils n'ont pas eu envie. Hein. Je vais pas renvoyer une pique à Carlos Queiroz, mais vous m'avez compris. Donc non, pour moi, cette Colombie, elle est enthousiasmante. Elle fait plaisir à voir jouer.
Elle donne envie même de s'attacher à elle parce qu'elle donne tout. Donc, est-ce que ça suffira pour la Suisse? Je pense que oui. Même si pour moi, attention, on va pas refaire la même erreur, on va pas redire les mêmes choses. La Suisse, c'est compétitif, hein. Et la Suisse, même si c'est passé face à une très petite Algérie, la Suisse va falloir les sortir. Pour moi, c'est du 50-50, mais je le dis, sur le style de ce qu'ils me montrent depuis le départ, j'avoue, je suis plus team Colombie que team Suisse. La Suisse, on est plus sur de la maîtrise un peu, on va dire, sans beaucoup d'émotion. Voilà. On gagne les matchs, on se fait pas trop peur, on gagne tranquillement quand l'équipe en face est plus forte. Il n'y a pas réellement de style enthousiasmant. Là où, comme je l'ai dit, du côté de la Colombie, vraiment, tu te régales quand tu regardes un match d'eux. Donc, pour le coup, oui, j'aimerais bien voir vraiment ce 8e de finale entre la Colombie et la Suisse et voir quelle équipe peut prendre le dessus. C'est une équipe qui aime bien avoir la balle, hein, quand même, hein, la Colombie. Donc, à voir. Bon, là, ce soir, c'est évident. Ils étaient bien aidés par les Ghanéens qui savaient pas quoi faire avec le ballon. Donc, c'est sûr, c'est plus simple. Mais c'est une équipe, et je l'ai dit tout à l'heure, qui est proactive, qui aime bien avoir le ballon et qui aime bien, on va dire, acculer un peu l'adversaire et qui peut être à l'aise face à certains blocs bas. Et ce soir, ça le prouve aussi, hein. Quand tu arrives à t'imposer face à une équipe qui refuse à ce point-là le jeu, bon, bah, voilà. C'est aussi un signe, de qualité. Maintenant, oui, l'efficacité, il va falloir vraiment trouver une solution à ça, parce que sinon, dans un tournoi comme la Coupe du Monde et qui plus est dans le tableau final, tu peux pas espérer véritablement quelque chose si t'as pas cette efficacité dans le dernier geste. Voilà. Donc je sais pas si c'est des ateliers frappe, je sais pas si c'est juste du mental avec redonner confiance à ces joueurs offensifs, parce que le taf ils le font, hein. Le taf ils le font, hein. Quand tu vois le match des 3/4 de cette équipe, des 100% de cette équipe, franchement ils se cachent pas, hein. Il y a personne qui triche là-dedans, hein. Tout le monde est à bloc là aussi derrière le sélectionneur. Tu sens que vraiment il a créé une réelle adhésion autour de lui et il y a vraiment un engouement. Donc oui, bien sûr, cette équipe, c'est du costaud, hein. C'est vraiment du costaud, hein. Et je l'ai répété, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si cette équipe-là se retrouve face à l'Argentine en quart de finale, si elle passe l'écueil suisse, je vous le dis vraiment, sauf si l'Argentine monte en pression, monte en régime même pour son match contre l'Égypte et nous sort une masterclass. Moi, si j'ai pas ça en face, je vous le dis, je mettrais plus la Colombie favorite. Parce qu'en plus, dans le style de jeu, je pense qu'ils ont typiquement le jeu pour les emmerder. Mais vraiment. Donc vraiment, il va falloir se pencher de plus près sur cette Colombie. On va le faire sur la chaîne quand on va faire la preview du match contre la Suisse. On va aussi en parler sur ce bilan des huitièmes, des 16e de finale et qui nous amène vers les huitièmes. Mais vraiment, ils sont pas à sous-estimer, hein. Il faut vraiment en parler, je pense, de cette équipe parce qu'elle a vraiment des qualités. Elle a des joueurs intéressants. Elle est proactive. Elle veut prendre le contrôle sur son adversaire. Moi, je suis désolé. Moi, ça suffit pour m'emballer. Ça suffit. Et donc là, je suis en train de vous partager les huitièmes. Donc ça y est, maintenant, on a toutes les 8 affiches de ces huitièmes de finale. Donc Maroc-Canada, on commencera dès demain avec le Maroc-Canada. On enchaîne avec le France-Paraguay demain tout à l'heure même. Oui, ça va être demain pour moi, mais ça sera tout à l'heure pour vous qui venez de vous lever. Donc France-Paraguay à 23h. Après, on enchaînera dimanche. Alors, c'est un peu la grande question. Parce qu'apparemment, le match Angleterre-Mexique va être décalé.
Donc, on ne sait pas à quelle heure il va être décalé, plutôt avant que les 2h du matin prévus, mais sauf qu'il y a un Brésil-Norvège qui est prévu à 22h. Donc, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on continuera par un Brésil-Norvège et un Angleterre-Mexique. Deux belles affiches. Et puis après, on continuera avec le Espagne-Portugal et le États-Unis-Belgique. Et enfin, on terminera avec le Colombie-Suisse et le Argentine-Égypte. Donc, c'est quand même un plateau sympa. On va pas faire la fine bouche. Par contre, il y a que vraiment un seul match pour moi qui est particulièrement indécis et qui pourrait s'apparenter à un quart ou une demi-finale. Voilà. C'est l'Espagne-Portugal. Je pense qu'on va tous être d'accord. Le reste, il y a des matchs intéressants. Hein. États-Unis-Belgique, il n'y a pas réellement de favoris dans ce match. Hein. Angleterre-Mexique, on n'est pas loin du 50-50. Hein. Colombie-Suisse, je vous l'ai dit, pour moi, c'est du 50-50. Brésil-Norvège, sur certains aspects, on est sur du 50-50. Bon, par contre, c'est vrai que le Maroc-Canada, le France-Paraguay et le Argentine-Égypte, sur le papier, encore une fois, sur le papier, ne nous trompons pas, c'est plutôt déséquilibré. Donc, on en a 5 équilibrés et 3 plutôt déséquilibrés. Ça reste quand même plutôt positif. Hein. Si on est très factuel, c'est quand même plus positif que d'en avoir 5 ou 6 de déséquilibrés. Maintenant, oui, par exemple, demain, le match de 19h, on va le regarder et on fera le débrief. D'ailleurs, je vous invite, on a déjà fait la preview de ce petit Maroc-Canada. Allez-y, on a été bon. Je pense qu'on a été pas mal hein, sur cette petite preview. Voilà, le match de demain, 19h, Maroc-Canada, je comprends si ça vous hype pas forcément. Et si vous avez quelque chose de plus important, je peux comprendre que vous le regardiez pas. Ok. Par contre, le Espagne-Portugal, si vous êtes fan de foot, je comprends pas si vous le regardez pas celui-là. Là, par contre, là, on va dire, ça fait partie des choses positives. Donc, pour tous ceux qui tapent, encore une fois, toujours très très fort sur ce mondial 2026, parce que c'est un mondial à 48, parce que c'est Gianni Infantino qui est là, et parce que c'est dans le pays de Donald Trump. Ok, on sait tout ça. Moi, je valide pas les trois choses. La Coupe du Monde à 48, Donald Trump et Infantino, pas trop envie de valider ça. Maintenant, on a des matchs. Maintenant, on a du contenu, il faut l'analyser. Et il faut essayer de l'analyser avec honnêteté. Et force est de constater qu'on a quand même pas mal de grosses émotions qui nous viennent, des contenus de match qui sont intéressants. On est loin des purges qui nous étaient annoncées, voire des matchs sans intérêt. Je fais juste appel au match de la nuit Argentine-Cap-Vert qui s'est terminé par un 3-2 en prolongation pour l'Argentine qui a eu toutes les peines du monde à les sortir. Je peux penser aussi, et pourtant je les porte pas dans mon cœur, les Paraguayens, mais ils ont réussi à faire l'exploit de sortir cette équipe allemande. On a des parcours qui sont intenses et avec des belles histoires. Bon, arrêtons juste 2 secondes de taper sur ce mondial juste parce que je l'ai dit, Infantino, Trump et 48. Voilà, mettons ça de côté. On n'est pas sourd, on n'est pas aveugle, on le voit. Maintenant sur les matchs, désolé, mais les matchs se jouent toujours avec 2 équipes et 22 joueurs sur le terrain. Donc le mondial à 48, ça a peu d'importance. Et Infantino et Trump, pendant qu'il y a les matchs, désolé les copains, mais en fait, on en a globalement rien à faire, et pour pas dire autre chose. Donc, concentrons-nous là-dessus. On a des matchs qui sont intéressants. On a des équipes intéressantes, et là, on vient d'en parler. On a la Colombie. On a une équipe comme le Mexique aussi, dont on parle peu finalement aussi. Alors peut-être un peu plus parce qu'ils sont pays organisateurs, mais on met ça de côté un peu, alors que depuis le début de la compétition, le Mexique, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc, on a des jolies histoires, je l'ai dit, la RDC, le Cap-Vert, et même d'autres. L'Australie qui arrive à passer, c'est une jolie histoire. La Nouvelle-Zélande qu'on nous expliquait qui était nul complet, bah non, franchement, j'ai vu des choses intéressantes. Ben, il y en a plein et on aura largement le temps de faire un vrai bilan posé, calme, pour dire si vraiment ce mondial était de qualité et c'était le plus grand mondial ou un des plus grands mondiaux. On aura le temps. Mais par contre, j'avoue, j'ai de plus en plus de mal à entendre « Ah ouais, mais ce mondial,
pas intéressant. Ouais, mais regardez les matchs, les copains, parce que si vous regardez tous les matchs comme nous on le fait ici, et que vous me dites que tous les matchs sont pas intéressants, c'est que franchement vous êtes de mauvaise foi. Vraiment. Parce que pour tous les voir, il y en a, hein. Il y en a. Il y a des purges. Il y a des purges. Je vais pas vous inventer un monde où il y a pas de purge dans dans ce mondial 2026. Mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment anecdotiques et elles sont vraiment très, très limitées en nombre. Donc, voilà. Regardons les matchs, comme je le dis depuis un petit moment, depuis le début de cette Coupe du Monde. Regardons les matchs, concentrons-nous là-dessus, et puis on aura le temps largement de faire les bilans après. On saura plus de choses, on aura plus d'éléments pour affiner notre jugement, plutôt que là être dans la réactivité directement pour arriver à comparer des compétitions. Ah, franchement, dans la de, dans le show, je pense pas qu'on fasse bien ce type de truc. Donc chaque chose en son temps. Maintenant, ce qu'on voit sur le terrain et la Colombie en fait partie. Moi, j'aime bien ce que je vois. Donc, on va continuer de suivre ces huitièmes de finale. On va continuer sur la chaîne de faire des previews et de faire des débriefs. Et vu que là, maintenant, le rythme va commencer un peu à se calmer, on va avoir un peu moins de matchs, on pourra aussi poser des débats en quotidien sur soit des équipes, soit des faits de jeu, soit voilà, on va avoir un peu plus le temps et sortir un peu la tête de l'eau de tous les débriefs qu'on peut avoir. Alors certes, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir du foot, ça nous permet de découvrir des équipes et il y en a plein. Oh là, petit problème au niveau de la voix. Ça va être mieux. On en a plein des équipes qui nous séduisent, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça sera bien aussi dans les prochains jours qu'on puisse commencer à faire un petit peu ces débats, et puis plus la compétition va aller, plus on aura de temps pour justement débriefer, analyser. Mais voir les matchs nous permet aussi d'être un peu plus crédible et de se dire que voilà, cette compétition, on peut la juger vraiment parce qu'on a vu les matchs. Et je pense que j'invite un peu tout le monde, en tout cas toutes les personnes qui en parlent, que ce soit en vidéo, à la radio, en télé, j'aimerais bien savoir vraiment le taux de matchs vus par toutes ces personnes. Parce que si on s'arrête juste avec les matchs de la soirée, mais par contre les matchs de la nuit, oh, vous comprenez, c'est compliqué, je peux pas me lever, j'y arrive pas et tout ça, et je me contenterai de replay, on les connaît. Hein, on les connaît, et je me permets juste de dire ça, c'est pas un tacle, mais un peu marre d'entendre beaucoup parler pour dire qu'ils voient pas forcément en finale les matchs. Voilà. C'était ma petite parenthèse pour terminer ce débat. Donc profitons, arrêtons-nous sur le terrain. Et sur le terrain, il y a vraiment beaucoup de choses positives. Donc on va continuer, les copains. Voilà, je vais m'arrêter là. On est quasiment à 45 minutes. Je pense qu'on a bien débriefé. Il n'y a pas de message sur le chat. Hein. Donc pas de message sur le chat. Je considère que vous êtes d'accord avec moi. Peut-être pas. Et dans ces cas-là, fallait le signaler. Hein. Si j'étais en train de raconter des saucisses, les copains, fallait vous manifester. Hein. Parce que là, maintenant, on arrive sur la fin. Donc, voilà, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi. En plus, le truc, c'est qu'en plus, il y avait pas mal de monde. Donc, bizarre qu'il n'y ait pas eu de réaction. Encore une fois, vous deviez être d'accord avec moi. Donc, le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager, on répond aux meilleurs commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Je le répète et je le répéterai toujours, mais parce qu'on en a besoin. On a besoin de vous pour continuer de grandir. Donc allez-y. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives, sur les chats et sur le nombre d'abonnés. Donc merci de votre force. On continue. Ça nous remplit bien les poumons d'air frais et de grinta. Donc merci à vous. Pensez aussi que l'épisode sera disponible en podcast dans quelques minutes, donc sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes d'écoute. Et puis si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.